Bonsoir, bienvenue sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral pour votre émission politique régionale. Comme chaque jeudi avec notre invité ce soir, Alain Brunel. Bonsoir Alain Brunel. Bonsoir. Vous êtes député de la 16e circonscription du Nord. Elle se trouve au sud de Douai. Elle couvre les communes de l'Alain, de Saint-Lenoble, de Le Ward, entre autres. À mes côtés pour vous interroger ce soir, Marie Dufour. Bonsoir Marie. Bonsoir Lionel, bonsoir à tous. On abordera ce soir deux grands thèmes, deux grands enjeux pour les habitants des Hauts-de-France, deux grands enjeux quotidiens. D'abord le transport, on le sait, sur les routes, sur les rails, c'est beaucoup de difficultés. Quelle solution? On vous posera la question. Et puis nous aborderons aussi ce soir la question de l'hôpital. L'hôpital en souffrance. Des chiffres récents montrent à quel point la situation est tendue. Avant tout cela, la question de l'actualité. Et cette question nous amène à Calais, envoyé par le gouvernement, un médiateur est censé nouer le contact, nouer les liens entre le gouvernement et trois militants en grève de la faim depuis 18 jours maintenant. Il les a rencontrés hier, il les a rencontrés aujourd'hui. Ce médiateur, c'est le patron de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Est-ce qu'un émissaire comme Didier Lesky, c'est son nom, est suffisant pour régler la question migratoire, répondre aux attentes de ces militants qui demandent l'arrêt des expulsions, des démantèlements de camps pendant la trêve hivernale? Je pense que c'est une question nationale. Les migrants sont malmenés. Tous les 2 jours, ils sont pas brutalisés, mais pratiquement brutalisés. On leur enlève leurs moyens de dormir. Donc il y a une question quand même importante, c'est que derrière tout ça, c'est des humains, c'est des êtres humains, c'est des hommes et des femmes qui souffrent. C'est pour ça qu'ils sont venus dans notre pays, pour essayer de trouver un peu une paix, d'essayer de retrouver un dynamisme, essayer aussi de retrouver une dignité. Il y a un respect, et aujourd'hui, ils l'ont pas. Donc, moi, je salue, j'ai envoyé d'abord un courrier aux 3 personnes qui font la grève de la faim, parce que c'est courageux, et ils ont raison de mener cette initiative. Il faut alerter le gouvernement. Là, il y a un médiateur qui est arrivé, ça va pas suffire. Je pense qu'il faut effectivement avoir une politique d'accueil. Nous sommes un pays d'accueil, nous sommes un pays qui doit recevoir notamment toutes les personnes et qui doit aussi... Quelle est la solution? Parce qu'on sait que la plupart des habitants, enfin des migrants qui sont à Calais ne veulent pas habiter en France. Leur objectif, oui, c'est surtout la Grande-Bretagne. Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut les laisser passer et la Grande-Bretagne s'en charge désormais? Quelle est la solution? Il faut un accord entre l'Angleterre et puis la France, mais aussi les autres pays européens. Tout le monde ne veut pas partir en Angleterre. Ils veulent partir en Angleterre parce qu'il n'y a pas de possibilité de rester en France. C'est aussi ça la grande question. S'il y avait une possibilité de rester en France aujourd'hui et d'être bien accueillis, ils partiraient peut-être pas en Angleterre. Voilà, la question elle est là. L'Angleterre leur offre notamment la possibilité de vivre là-bas d'une autre manière. En France, on ne lui offre pas ça puisqu'on les renvoie directement dans leur pays ou alors on détruit les camps où ils sont actuellement. Voilà, donc il y a une question quand même au niveau de ce pays de réfléchir comment on accueille les migrants. Parce qu'un migrant... Il faut leur donner envie de rester ici. Il faut leur donner envie de rester ici, comme envie de rester dans toute l'Europe, parce qu'il faut toujours connaître l'histoire. Un migrant qui part de chez lui, c'est un migrant qui souffre parce qu'il y a la guerre, parce qu'il y a la répression, parce qu'il vit pas bien avec sa famille, parce qu'il veut sauver ses enfants, etc. C'est ça la grande... Et regardez le nombre de morts qu'il y a en Méditerranée, c'est dramatique, on peut pas laisser les choses faire comme ça. Et aussi dans la Manche, vous avez raison. Et donc moi je dis qu'on a un problème politique et on fuit ce problème politique. On ne le regarde pas et on fuit. Parce que comme le président de la République va être le président au niveau de l'Europe, là, c'est ça, c'est une question qu'il devrait poser. Que faisons-nous, nous les pays européens, pour pouvoir accueillir dignement toutes ces personnes qui sont en détresse et qui viennent chez nous? Voilà, c'est ça la grande question. Donc c'est un peu son rôle, je vais peut-être lui écrire. Vous me faites penser, je vais envoyer un courrier dans ce sens-là. Eh bien, vous nous en préparez également. Notre premier grand thème, je vous le disais tout à l'heure, ce sera les transports. Comment faciliter les trajets quotidiens des nordistes? La reprise de l'activité après les confinements, la fin progressive du télétravail dans beaucoup d'entreprises de la région, tout cela a des conséquences. On va commencer par le train, Marie. Les usagers n'en peuvent plus, la région non plus. Oui, la région, ça ne vous a pas échappé, cette semaine, a menacé la SNCF de sanctions financières. Ce qui a mis le feu aux poudres, c'est la baisse de l'offre TER pendant ces vacances de la Toussaint. 78 TER en moins sur plus de 1240 par jour. Sans oublier des dysfonctionnements, des retards, des pannes récurrents au cours des derniers mois. Si la situation ne s'améliore pas d'ici mi-novembre, la collectivité ne versera plus la subvention de 500 millions d'euros. Une menace prise au sérieux par la SNCF qui promet des moyens humains et matériels, notamment 40 personnels roulant d'ici le 8 novembre, donc d'ici quelques jours. Est-ce que, Alain Brunel, cet ultimatum va fonctionner?
Alors, l'ultimatum, apparemment, a l'air de fonctionner, puisque la SNCF a mis les moyens, et tant mieux pour les cheminots qui sont là actuellement, qui travaillent, qu'ils ont des renforts, c'est une bonne question. La deuxième question, c'est aussi de savoir pourquoi on en est dans cette situation. Alors, pourquoi ? Alors, je rappelle que entre 2007 et 2017, donc en 10 ans, il y a eu 25 000 suppressions d'emplois à la SNCF, qu'en 2018, il y a eu notamment un vote à l'Assemblée nationale pour libérer la concurrence, notamment sur les TGV, les TER, et aussi les trains d'équilibre territorial. Ça fait qu'il y a de moins en moins d'agents, notamment dans la maintenance. Et quand les trains ils arrivent à la maintenance, ils ne sont pas notamment réparés à 100% ou vérifiés à 100%. On a toujours besoin des trains parce qu'il manque de matériel. En plus, il faut régénérer aussi tous les rails, parce qu'il y a eu des enquêtes qui ont été faites aussi sur cette question-là. Et en même temps, la SNCF n'offre plus forcément le service public qu'elle devrait rendre aux citoyens. C'est ça la grande difficulté. Regardez, maintenant, on est en train de supprimer dans certaines villes les réservations, notamment de TGV. Donc, mais ce bras de fer là, entre les deux institutions, oui. C'est bien, mais ça agace aussi peut-être un petit peu les usagers qui, eux, veulent ça agace les usagers, mais ça agace aussi les cheminots. Parce que les cheminots sont toujours au centre. Ça a toujours l'air de dire que c'est à cause d'eux que ça n'arrive pas. Ben non, il faut remettre la SNCF sur les rails, c'est le cas de le dire. Alors, du côté de la région, on n'attaque pas les cheminots. Tout le monde sait qu'il y a un travail qui est fait. Ils font avec les moyens du bord, en quelque sorte. Ceux qui sont dans le viseur du conseil régional, c'est vraiment la SNCF. Au niveau de la région, d'ailleurs, la direction régionale. Est-ce qu'ils ont raison, du côté de la région, de montrer les muscles, de toucher au portefeuille? On voit que c'est un effet. Effectivement, là, sur le mois de novembre, d'ici quelques jours, ils vont apporter des moyens humains et matériels. Rien ne garantit que ce sera d'ailleurs durable dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Quelle est la solution? Est-ce que touche au portefeuille? C'est effectivement un des moyens sur le long terme. Moi, je pense pas que c'est un des moyens, parce que là, c'est un cri de colère, voilà, un cri d'alerte à la SNCF en disant vous respectez pas votre engagement, on a 500 millions, on va pas vous les donner parce que le service n'est pas rendu vis-à-vis des citoyens. En gros, c'est ce qui est dit. Donc la SNCF prend les moyens pour effectivement remettre le train en marche avec des nouveaux agents qui arrivent. Donc, mais ça va être éphémère. 500 millions par an, est-ce qu'il faut payer plus? La question, c'est de savoir comment on travaille avec la SNCF. C'est aussi à la fois une question nationale et une question locale. Alors, les TER sont la responsabilité des régions, on est bien d'accord, et la région peuvent aussi notamment choisir de mettre la SNCF en concurrence. Il y a été question aussi à la région à ce niveau-là. Et bien justement, vous nous tendez la perche. On va écouter Franck Dersin, qui est le vice-président à la région en charge justement des transports. Il parle de la concurrence. Je suis face à un monopole, aujourd'hui, un monopole. Et quand je dis « Ah, ça va pas », on m'a dit « Bah oui, mais désolé, hein, c'est un monopole, on est là, il n'y a que nous ». Bon, voilà, c'est aussi pour ça qu'on ouvre à la concurrence, c'est pour ne plus être dans un monopole, dans une discussion simplement face à face, mais qu'on puisse dire « Attention, si vous ne faites pas ce qu'il faut, il y en a d'autres qui pourront mieux le faire que vous demain ». Qu'est-ce qu'on en pense de la concurrence? Ça peut être la solution? Non, c'est pas la solution. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, dans plusieurs pays, qu'ils avaient fait confiance notamment à la concurrence et au privé, ils ont renationalisé. Je pense en Angleterre, en Allemagne et en Suède, par exemple. Voilà. On peut parler d'Italie où ça fonctionne aussi. Oui, mais moi je vais vous parler ici de ce pays-là, où je vous dis aussi qu'il y a des pays qui sont revenus un petit peu sur leur position et ont renationalisé, parce que c'est un service qu'il faut qu'il soit cohérent aussi avec l'ensemble des pays de la nation. Donc moi je partage pas cette histoire de concurrence. Je dis on a un outil extraordinaire qui est la SNCF, on a une expérience, on a un dynamisme qui existe, on est en train de leur enlever plein de moyens, c'est pour ça qu'il y a plein d'incidents. Voilà, je pense que la question c'est pas parce que c'est faussé, je vais dire, cette histoire de concurrence, parce que qui c'est qui va maintenir les rails? Les rails peuvent pas se les partager, la concurrence n'achète pas le réseau. Vous ne pensez pas que la concurrence réveille un petit peu les esprits du côté de la SNCF? Non, je pense pas. Je pense qu'il y a un abandon du service public dans ce pays, et je pense que c'est la première des questions, c'est l'abandon du service public dans ce pays, et on veut pas donner les moyens à la SNCF de remplir totalement sa mission. Je vais vous donner un autre exemple. Sur la SNCF, par exemple, quand vous dépensez 100 €, la SNCF dépense 41% pour l'investissement, et les 59% qui restent, ça va au capital.
Vous avez mis en place la gratuité des bus à Douai. Ce sera pour l'année prochaine. Vous espérez le même succès qu'à Dunkerque, oui, tout à fait. où les usagers sont au rendez-vous? Vous pensez que ça va marcher? Les usagers vont au rendez-vous. D'abord, on a mené pas mal de batailles avec les élus communistes et les citoyens et les syndicats à ce niveau-là pour que la gratuité des transports devienne totale dans le Douaisis. Jusqu'à maintenant, elle était notamment au niveau des collégiens et des lycéens. Ce que je peux vous dire, c'est que le syndicat mixte sur les transports qui a voté à l'unanimité, donc la gratuité totale pour le 1er janvier 2022, on commande 6 à 8 bus supplémentaires parce qu'il y a une influence maintenant de demande, il va un flux supplémentaire et notamment les gens vont aller, c'est comme à Dunkerque. À Dunkerque, c'était passé exactement la même chose. On pourra faire le point en tout cas d'ici quelques mois. Oui. Alors, si les problèmes de train peuvent pousser les habitants du Nord et du Pas-de-Calais à prendre leur voiture, force est de constater que c'est pas si simple non plus sur les routes. Marie, ça bouchonne beaucoup. Beaucoup. Alors c'est vrai que ça se centralise beaucoup sur Lille. On a des données sur Lille, qui est la 12e ville la plus embouteillée de France, selon un classement publié par le magazine Autoplus, basé sur les données de TomTom, donc le GPS, en septembre, avec quasiment 14h, 13h51 passées dans les bouchons sur le mois de septembre sur 22 allers-retours. On passe en moyenne une demi-heure dans sa voiture. La 1, elle voit passer près de 180 000 véhicules par jour, dont 20 000 camions. Une saturation sur l'ensemble des axes, bien sûr, de la métropole lilloise. On peut parler de la 25 aussi, Lille-Dunkerque, avec une vingtaine de kilomètres de ralentissement chaque matin, chaque soir, minimum, bien sûr. Les élus de la MEL ont voté récemment des aménagements censés fluidifier un petit peu le trafic, surtout pour l'autoroute A1. On parlait des TER à l'instant. C'est compliqué. Sur les routes, c'est compliqué. Quel message des pouvoirs publics et de vous, députés, à faire passer aux usagers qui ont besoin de se déplacer pour aller travailler? Alors je vous confirme que c'est compliqué parce que pour venir jusqu'ici, j'ai mis 1 heure au lieu de 30 minutes. Donc je vous confirme ça. En même temps, vous avez raison, l'autoroute A1 et l'autoroute A21 sont saturées à chaque fois. Il y a eu aussi des propositions qui avaient été faites à un moment donné. Je pense que ce serait une bonne solution. Le Grand Express qui partirait de Hénin-Beaumont jusque Lille, ça peut être une solution. Faudrait le remettre sur la table? Moi, je pense qu'il faut le remettre sur la table. C'était une bonne proposition. À l'époque, j'étais au Conseil régional, donc j'avais aussi travaillé sur cette proposition-là avec les élus en place de l'époque. Je pense que c'est une bonne solution. Il faut de plus en plus essayer de faire les transports en commun. On parle des transports en commun, mais là aussi, ça vient de la gratuité. Ce serait bien aussi qu'on y mette la gratuité un peu partout pour inciter aussi les citoyens à aller. Mais un citoyen qui va à son lieu de travail, par exemple, moi j'ai un collaborateur qui travaille avec moi, qui habite Seclin, qui prend le train habituellement, mais le train est toujours en retard. Ce qu'on vient de dire tout à l'heure, bon voilà, c'est une réalité, on va pas se le cacher. Il a laissé tomber, il prend la voiture? Il a laissé tomber, il prend la voiture. Pour être plus autonome et Pour être plus autonome et pour effectivement être arrivé aussi à l'heure. Et puis quand on a des rendez-vous à 8h ou 8h30, il vaut mieux effectivement pas laisser le rendez-vous à la porte de la permanence. Donc je pense qu'il y a des solutions à trouver, notamment sur ce qu'on vient de discuter, notamment le Grand Express. Il y a aussi peut-être à prendre la carte de Lille, la métropole, et voir aussi comment on peut agrandir le métro. Par exemple, on a toujours parlé du métro qui va pas jusque les Quins. Voilà. Et ça, c'est un grand problème. On devrait aussi pouvoir permettre à ce que dans les grandes attractivités de ce type, le métro puisse y aller. Voilà, c'est embêtant pour tout le monde. C'est embêtant pour l'usager, c'est embêtant pour l'environnement, parce qu'on pollue, évidemment on pollue. Et vous, votre réponse, c'est donc les transports en commun, développer les transports en commun, permettre à chacun. Moi, quand je peux, je viens toujours en train à Lille. Voilà. Quand je peux, je viens toujours en train à Lille, parce que je ne supporte plus la voiture sur la 1, parce qu'on est toujours bouchonné, ça stresse, ça met une mauvaise humeur. Ça joue sur la santé, donc disons qu'il faut absolument aujourd'hui prendre des moyens. Alors c'est une question à la fois territoriale, mais c'est aussi une question importante au niveau environnemental, au niveau de l'État. Autre thème qu'on voulait évoquer ce soir, la question de l'hôpital. Les soignants désertent-ils les hôpitaux publics? Comment les retenir? Une question importante qui se pose encore davantage aujourd'hui après la publication d'une enquête sur le sujet, Marie. Oui, une enquête publiée hier par nos confrères de Libération. 20% des lits sont fermés en ce moment en France, donc à l'hôpital public, faute de personnel, selon le conseil scientifique. Une tendance nationale à laquelle, bien sûr, notre région n'échappe pas. On bat des record d'absentéisme, 20% en ce moment au CH de Calais, 13% à Roubaix, où 30 infirmiers sont recherchés en ce moment. Les raisons, entre autres, l'épuisement des soignants, une crise des vocations, des salaires jugés trop faibles, les conséquences des services amoindris, des lits donc fermés. La crise dans les hôpitaux ne date pas d'hier, mais la situation s'est dégradée avec l'épidémie. Question Alain Brunel, comment en est-on arrivé là? Ça, c'est toutes les politiques passées. Il n'y a pas que ce gouvernement, même les
gouvernement précédent, pardon, tout le monde a sa part de responsabilité. Tout le monde a sa part de responsabilité. On mis des dispositifs qui n'ont pas non plus aidé l'hôpital public. Voilà. Donc il y a eu par exemple la T2A qui était un moyen de financement pour l'hôpital public. Donc la T2A, c'est des codes qui sont donnés pour des opérations et qui sont chiffrés. Donc voilà. Mais il y a eu aussi d'autres choses, notamment il y a eu des baisses de dépenses de 3 milliards qui ont été faites du gouvernement encore précédent. Enfin, je sais pas si... Alors il faut quoi? Il faut un grand plan Marshall pour remettre tout à plat? Exactement. Il faut un plan Marshall pour remettre tout à plat parce que la question, elle est aujourd'hui, on en parle. Tant mieux qu'on en parle, parce qu'habituellement on cache. On dit que ça n'existe pas, c'est pas vrai, bon voilà, etc. Tout va s'arranger. Mais aujourd'hui, la pandémie, elle a certainement joué un rôle négatif parce que les soignants sont à bout de souffle. Et c'est pas la première fois qu'on dit. Et je dis toujours que moi, c'est grâce aux soignants que l'hôpital public tourne. Voilà. Et l'hôpital public a un rôle à jouer. Son rôle à jouer, c'est d'accueillir toute personne, quelle que soit sa condition sociale. Ça, c'est extrêmement important. Il y a eu un début de réponse avec le Ségur de la santé voté il y a quelques mois maintenant qui entre en vigueur. Des hausses de salaire, c'est un peu plus de 200 € par exemple par mois en plus pour des aides-soignants. Est-ce que c'est un élément de réponse à la crise? Apparemment non, parce que donc dans le Ségur de la santé, il y a pas mal d'oubliés, il y a pas mal de professions d'oubliés. Je pense aux sages-femmes, je pense aux médico-sociaux, il y a pas mal d'oubliés à ce niveau-là. Il y a eu une rallonge encore ici au projet de loi de finances de la sécurité sociale là, qui a été voté mardi à ce niveau-là, mais ça fait 183 € par mois supplémentaire qui n'est pas non plus intégré dans le salaire, qui est une prime qui est donnée aux gens. Donc là, on peut l'enlever du jour au lendemain, mais on voit bien que ça suffit pas parce qu'il manque à peu près 100 000 personnes, 100 000 soignants dans les hôpitaux et 200 000 personnes dans les EHPAD. Alors il y a un exemple concret, c'est à Douai, votre circonscription. Les urgences pédiatriques sont fermées la nuit depuis le 15 septembre dernier. Le service a rouvert le week-end. Ça, c'était une première petite victoire. Vous avez manifesté à plusieurs reprises aux côtés des salariés, des syndicats. On en est où du recrutement des pédiatres? Est-ce que ça avance? Alors ça commence à avancer. Donc il y a eu 2 pédiatres qui ont été embauchés à partir du mois d'octobre, 2 qui devraient l'être ici au mois de novembre. Donc il restait 2 pédiatres à l'hôpital de Douai dans les urgences. Maintenant, ils vont être 6. On pense que ça peut essayer d'avancer au moins pour les nuits. On a eu, grâce à cette mobilisation, comme vous l'avez dit il y a quelques instants, donc la ouverture de nouveau le samedi et le dimanche, mais 2 jours, de 9h à 18h, mais toujours pas la nuit. Mais c'est aussi un soulagement pour toutes les associations sportives, voilà, qui doivent aussi aller aux urgences s'il y a un pépin sur le terrain de sport. Mais ils font aussi appel maintenant de plus en plus aux médecins retraités. Et là, ils ont fait appel aux médecins retraités. Donc un pédiatre retraité devient salarié à Douai ? Reviendrait salarié. Pour l'instant, ils l'ont pas. Mais c'est en démarche avec l'agence régionale de santé, avec qui je suis au téléphone régulièrement, qui ont rencontré notamment ici les représentants des médecins retraités, les pédiatres en particulier, et donc ils ont fait appel à des pédiatres. Alors on m'a dit qu'il y a forcément un problème quand des retraités doivent revenir. Il y a une pénurie. Il y a une pénurie de médecins. Donc vous avez peut-être vu dans C'est quoi l'origine de cette pénurie? Parce que ça, c'est un pansement, un médecin retraité qui vient. Oui, c'est un pansement, donc c'est pas durable, on est bien d'accord. Et là, d'après les statistiques du gouvernement, il dit qu'en 2024, 2025, on reviendrait peut-être à la situation qui serait plus acceptable pour tout le monde. Mais là, ça vient parce que depuis un certain nombre d'années, si vous voulez, on a eu ce numerus clausus, voilà, qui a été supprimé. Donc 2021, c'est un autre système qui se met en place. Numerus clausus, donc je rappelle pour les téléspectateurs, donc il y avait pour les étudiants en médecine, la première année de médecine, à la fin de la première année de médecine, il y avait un examen qui était pénalisant. Voilà. À partir de là, on avait raté l'examen, on ne pouvait plus continuer les études. Bon, après, il y a un certain nombre de départs en retraite de médecins, et le quota d'étudiants en médecine qui arrivent un peu sur le marché du travail, donc après 10 ans... Trop faible. Sont faibles, très très faibles. Donc 10 ans pour faire un médecin généraliste et quelques années supplémentaires pour un médecin spécialisé. Parce que les effets de ce numerus clausus qui a été supprimé l'année dernière, on le verra effectivement dans 7, 8, 10 ans. C'est ça. En attendant, il se passe quoi? En attendant, il se passe qu'on va être tous un peu compliqués. Alors après, il y a peut-être d'autres solutions aussi. Nous, on avait proposé à un moment donné au ministère que les étudiants en médecine, à la 6e année, un étudiant en médecine peut choisir sa spécialité. On s'était dit peut-être qu'on peut conventionner ce type de spécialité avec les étudiants et un hôpital de façon à ce que ça puisse renforcer. Et à la fin, c'était je suis embauché dans l'hôpital. Bon, là, pour l'instant, c'est toujours pas mis en place. Et là, on parle des hôpitaux, mais on parle pas non plus des
des médecins qui vont partir en retraite, les médecins libéraux qui vont partir en retraite et qui, eux, ne seront pas remplacés. Moi, le secteur où je suis, il y en a 6 qui vont partir en retraite dans 2-3 ans et on ne sait pas si les va être remplacé. urgences pédiatriques donc à Douai, c'est pour l'instant la nuit, c'est fichu, on attend, ce sera pas pour demain. Ça devrait être. Non, alors, l'ARS. Elles vont ouvrir la nuit ou pas? Elle devrait ouvrir la nuit, oui. Quand? Quand j'ai pas je sais pas. C'est pour ça que je retourne demain en manifestation avec les citoyens pour encore faire pression là-dessus. Le problème, ce qui est tuant dans cette situation, c'est qu'on n'a aucune communication. L'ARS, on a beau les appeler pour savoir où on en est, parce qu'on a le droit d'être informé, les familles ont le droit d'être informées, c'est un droit, on n'est pas informé, et l'hôpital de Douai... Compliqué aussi. Pas de contact et pas d'engagement, du coup. Non, pas de contact, pas d'engagement, donc on est toujours en train d'essayer d'avoir des éléments de réponse à la petite cuillère, voilà. Avant de conclure cette émission, on voulait, avec Marie, aborder votre cheval de bataille, en quelque sorte, votre combat depuis quelques mois, pour le logement étudiant décent, Marie. Oui, Alain Brunel, vous avez passé 2 jours au cœur du campus universitaire à Villeneuve-d'Ascq. Alors non pas pour retourner sur les bancs de la faculté et des amphithéâtres, mais pour constater la vétusté des résidences et des chambres d'étudiants, des conditions de logement déplorables qui vous ont poussé à interpeller la ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal. C'était en avril dernier à l'Assemblée nationale. On écoute. J'ai été le témoin de logements insalubres, fenêtres en bois totalement pourries, radiateurs hors service, taches de moisissure partout sur les murs. Mais le pire, ce sont les cafards et les punaises de lit. C'est ignoble, inacceptable. Madame la ministre, accepterez-vous que votre enfant vive dans cet enfer ? Des mots forts, on l'entend, une intervention qui a permis d'accélérer le processus de réhabilitation et c'est tant mieux, mais la conséquence c'est la pénurie de chambres là pour cette rentrée 2021 pour les étudiants. Est-ce qu'on a une idée du nombre d'étudiants qui n'a pas pu rejoindre son logement ? Alors, à Villeneuve-d'Ascq. J'ai pas les chiffres. Ce que je peux vous dire, c'est qu'au niveau du Crous, le Crous c'est le Nord-Pas-de-Calais. Voilà, Crous Nord-Pas-de-Calais, il y a actuellement 8800 logements de disponibles pour une demande beaucoup plus importante que les 8800, parce que dans les 8800, il y a déjà 5600 logements donc d'étudiants qui ont renouvelé leur demande. Voilà, et donc les nouveaux arrivants, je pense qu'il y a plus de 15 000 personnes qui sont qui doivent arriver et qui n'ont pas de logement. Donc, et dans les travaux qui vont être réalisés, on peut espérer. Alors, il va y avoir des logements qui vont être livrés ici en octobre et d'autres logements qui vont être livrés au mois de mars ou avril. Bon. Vous avez été reçu par la direction du Crous hier. Oui. Qu'en est-il ? Eh ben, on a été les rencontrer pour 2 choses. La première, c'est les 2 bâtiments qui ont été pas encore rasés, mais donc ils ont été fermés. Voilà, donc 2 bâtiments sur les Camus. Il y avait 119 étudiants sur ces bâtiments-là. Donc on a veillé nous, notamment à savoir si ces étudiants n'étaient pas à la rue et s'ils avaient été renouvelés. Oui, la continuité. La continuité, etc. Bon, jusqu'à maintenant, ça a l'air de bien fonctionner. Et le deuxième bâtiment fermera d'ici la fin de l'année. Alors, deuxième bloc, il y a un bloc qui est fermé. Le deuxième bloc, il reste pour l'instant 27 étudiants. Dans les 27 étudiants, il y en a 14 qui ont répondu pour être logés. Et il y en a encore 13 qui sont en attente. Donc, le Crous va s'en occuper cas par cas. Après, ça a été aussi cette grande question de logement supplémentaire. Il faut savoir que, par exemple, sur le Crous de Lille, il y a 6% d'offres de logement pour les étudiants, donc dans des bâtiments Crous. Et sur la moyenne française, il y a 10%. On est en retard de 4%. On est en retard. On a une sous-dotation. Est-ce que quelqu'un, à un moment, vous a dit, à telle échéance, plus aucun étudiant à Lille ou ailleurs ne vivra dans les conditions que vous avez décrites dans ce qu'on vient d'entendre ? Alors non. On m'a pas dit ça parce qu'il y avait des étudiants qui témoignaient qui avaient des punaises de lit. Donc ils ont fait voir un peu des photos. Et pourquoi cet engagement de votre part, puisque ce n'est pas votre circonscription, Villeneuve-d'Ascq ? Non. Alors pourquoi c'est passé parce que j'ai eu un déclic parce que j'étais très ému d'entendre tous ces étudiants pendant la pandémie, ceux qui écrivaient notamment au président de la République pour dire on est dans la détresse, on a une souffrance, on souhaiterait d'autres conditions, on souhaiterait aussi que vous puissiez nous rassurer. Et à partir de là, je me suis dit je vais aller dans les chambres d'étudiants et je vais essayer d'y rester 2 jours. Bon, j'ai pas pu le faire, mais donc j'ai rencontré les étudiants là-dessus et moi j'étais franchement surpris. J'ai vu des étudiants pleurer, quoi. C'est triste. Les jeunes qui sont en souffrance et qui pleurent comme ça parce qu'ils ne peuvent pas travailler. On frappe à la porte, les cafards, ils arrivaient. C'est dingue, quoi. C'est un dossier qu'on suit évidemment sur BFM Grand Lille, BFM Grand Littoral. On continuera de le faire. Juste avant de clore cette émission, votre dessin de presse, Alain Brunel. Oui.
C'est la une de l'UMA de mardi, sondage, l'overdose. Pourquoi ce choix ? Parce qu'on est en période électorale, et à chaque fois qu'on est en période électorale, on est bombardé de sondages. En 2017, par exemple, il y avait eu 570 sondages. C'est énorme. On va battre un record là cette année, selon vous ? J'espère pas, mais les sondages, ça n'encourage pas non plus les citoyens. Il y a quand même. Pourquoi ça vous agace ? Ça donne une tendance. Est-ce que c'est lié aux 2% crédités à votre candidat Fabien Roussel ? Ah, c'est bien. Non, mais Fabien Roussel va faire plus que des pourcents. Moi, je n'ai pas d'inquiétude là-dessus. Il va dépasser la barre des 5. Il va faire la surprise. Ça va être la surprise de cette élection. Pourquoi ça m'agace ? Parce que c'est pas rassurant. On est toujours en train de dire, voilà, c'est le choix, vous n'avez pas d'autre choix que ça. Donc on met des images, lui faire. Et souvent les sondages se trompent. Entre nous soit dit, les sondages sont plusieurs fois trompés, donc ça. Moi, ma grande question, c'est de dire comment les abstentionnistes vont aller voter. Parce qu'il y a un fossé entre la politique et les citoyens. Les citoyens, il y en a marre, la politique, ils promettent toujours tout, ils font jamais rien. C'est eux que vous voulez convaincre, vous communistes ? Et je pense pas que c'est les sondages qui vont les convaincre, bien au contraire, les sondages, ils vont les rester, notamment dans leur manière de penser. Et je pense que c'est ça qui est important, c'est de rencontrer les citoyens. Il faut que les citoyens soient acteurs de la politique, de leur vie. Et moi, j'ai une grande confiance aux citoyens et je me dis toujours que les citoyens, ce sont eux qui vont faire la différence de demain. Merci beaucoup Alain Brunel d'avoir participé à cette émission Nord Politique aujourd'hui. Merci Marie de m'avoir accompagné. La semaine prochaine, vous retrouverez Adrien Lanois à cette même place. Merci à Nourou Ladi à l'édition de cette émission. Restez sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral. L'information continue. Au revoir.